Et donc, il y a un type d'arbre spécifique que je ne vous ai pas montré, mais ça s'appelle des tris ou des triers. Je ne suis pas sûr en français. Et, euh, et dans ces cas-là, en fait, tu peux avoir, c'est assez commun pour stocker de façon très efficace des dictionnaires. Donc, tous les mots d'un dictionnaire. Et donc, tu as un nœud et il a toutes les lettres de l'alphabet. Et par exemple, A, B, C. Et puis dans A, pour chaque lettre, il a comme fils toutes les autres lettres de l'alphabet. Donc A et puis A, B, C jusqu'à, par exemple, R, qu'on peut faire arbre. Et puis pour cette R, il a aussi comme fils toutes les 26 lettres. Et comme ça, on arrive à construire, si vous suivez un schéma, vous arrivez sur un mot. Et un mot qui est assez proche, si vous voulez, qui est distinct juste d'une lettre, ben, il va suivre le même chemin, sauf à la fin, il va choisir une feuille différente. Et ça vous permet de représenter des arbres, des dictionnaires, de façon très économe en mémoire. Bon, après, on n'a pas Après, vu parce que... Ouais. on a toujours le même problème. Il faut que dans l'alphabet, les mots soient plutôt bien équilibrés. C'est pas très grave. Attends. C'est c'est vrai que si tu as vraiment beaucoup de différences, ça peut être déséquilibré très fortement, mais la différence en recherche est assez similaire finalement. Euh, ah, Qu'est-ce que DuckDuckGo me dit? Ah oui, ça va pas. Un manque de pointeurs là. Ouais, voilà. Peut-être une image qui est bien. Un truc comme ça. Mais là, on voit pas les mots. Ouais, là, on voit peut-être un peu les mots. Toi, tu as un E, tu as des lettres. Et en fait, tu peux avoir autant de fils que de lettres, si tu veux. Et puis les lettres, ça représente des mots. Et ici, tu as struct et tu as string. Tu vois, et ils partagent des lettres ici. Et du coup, en fait, pour représenter un dictionnaire, c'est pas mal. Vous pouvez stocker tous les mots valides dans le dictionnaire dans une structure comme ça. Et ensuite, si vous passez sur un texte, vous pouvez analyser tous les mots qui ne rentrent pas dans le dictionnaire, qui ne matchent pas. C'est des mots qui sont incorrectement écrits dans un document. Et, et je ne sais pas si encore, mais il y avait beaucoup d'implémentations des autocorrecteurs sur les téléphones portables qui marchent comme ça, avec ce type de structure de données en arbre. Et là tu as quand même des pointeurs là. Tu as un petit paquet. Bon, on va démarrer sur Git parce qu'aujourd'hui, le but, c'est pas de faire des pointeurs ou autre. On va parler d'autre chose complètement. Donc, je vais mettre ça ailleurs. Et du coup, Git, c'est l'outil le plus utilisé aujourd'hui pour gestionner les versions des logiciels. Après, ça sert pour toutes sortes de documents, tout type de documents, mais surtout des documents textuels. Et donc, on va voir ce que ça veut dire. Ça vous connaissez. Euh, donc, aujourd'hui, comment vous faites pour gérer vos fichiers? OK? Et sachant que vous voulez garder, quand on fait du code, typiquement, on veut garder l'historique de toutes les petites éditions qu'on fait dans un fichier. En code C, vous savez bien qu'à un caractère près, le code peut être bon ou il peut être faux. Ce que vous avez peut-être pas vu déjà, mais c'est que c'est pareil, à un caractère près, on peut avoir des débordements, on peut avoir plein de choses, et ça introduit aussi des failles de sécurité. Donc, c'est important d'avoir un contrôle assez détaillé sur le code. Et du coup, quand les gestionnaires de version et tout ça, ils permettent de maîtriser la moindre détail dans le code et de sauvegarder, de garder cet historique. OK? Donc, aujourd'hui, dans vos fichiers, comment vous faites pour garder l'historique et les partager? Bah, souvent, ou parfois, ce qu'on voit, c'est soit vous utilisez du Google Doc, donc il y a un seul document, mais tout le monde doit être en ligne pour pouvoir l'utiliser. Et même l'historique dans Google Doc, il est assez gros, si vous voulez. Il y a des morceaux d'édition et tu peux revenir en arrière, mais c'est pas très fin. Et avant d'être sur des produits en ligne, souvent on faisait des copies manuelles des différents fichiers.
Et donc ici, j'ai un fichier avec 8 versions que j'ai copiées manuellement et j'ai mon répertoire où je renomme les fichiers. Et ensuite, je peux envoyer ces fichiers par mail et les partager, les récupérer et puis essayer de réintégrer tous les différents changements. Ça peut devenir assez compliqué. Du coup, si je commence avec mon fichier chez moi, j'envoie le fichier par mail ou autre chose. Il y a quelqu'un qui me parle? Monsieur Aranega. On va tuer Monsieur Aranega et on va fermer Slack. On va fermer Mattermost et on va fermer Signal. Putain, qu'est-ce que j'ai des outils de com depuis le confinement? OK, je reviens sur le sujet. Oui, du coup, vous avez le fichier original ici, et puis on l'envoie, et puis en vert, on a une version si vous voulez, et puis chez 3 personnes, et puis ils reçoivent les fichiers, ils font des éditions, et ensuite on essaye de les synchroniser, donc ils me renvoient leurs fichiers édités, et puis j'essaie de les synchroniser manuellement. Sur certains types de fichiers, ça passe, mais il y a beaucoup de travail manuel à faire. Imaginons maintenant si vous avez un paquet de fichiers. Ce n'est pas un seul comme un document, mais c'est plus comme du code où vous avez 50 ou 200 ou un truc même plus élevé, des milliers de fichiers comme dans le cas de beaucoup de projets logiciels. Bah, si vous envoyez ça et en plus vous devez intégrer tous les petits changements, c'est assez compliqué. Les solutions typiques, c'est pour certains types de documents, ça marche bien, c'est à la Dropbox ou Google Drive ou des choses comme ça. Okay? Par contre, on perd beaucoup la finesse et puis tu es obligé d'être connecté en ligne. Et la granularité des éditions, c'est faible. Et puis vous dépendez aussi d'un service propriétaire. Tous ces outils-là, ils ne sont pas adaptés pour la problématique spécifique de développement logiciel. Okay? Donc, il faut savoir que les projets logiciels, c'est des projets longue durée. Il y en a beaucoup, beaucoup. C'est pas juste des années, mais parfois c'est des décennies où ça se développe. Et on parle d'une quantité assez immense de fichiers. Okay? Donc, les gros projets, c'est dans les milliers, dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers dans certains cas. Okay? On a besoin aussi de faire collaborer sur un seul logiciel beaucoup de personnes. Donc aujourd'hui, la plupart des codes que vous faites, c'est seul ou en binôme. Mais dès que vous allez travailler en entreprise, vous allez être 5 ou 10 dans une petite équipe. Si vous collaborez sur un projet un peu plus large, peut-être que dans l'historique, il y a déjà eu 50 personnes qui ont travaillé sur le code et vous êtes dans une équipe de 5 ou 10 à continuer le projet. Et si vous allez en ligne sur les gros projets, quel projet on peut mentionner? Par exemple, LibreOffice, ça doit être une centaine de développeurs communs. Le kernel Linux, c'est parmi les plus gros et on parle de, je sais pas, annuel, ça doit être 10 000 personnes qui collaborent au kernel Linux. Okay? Donc, si on parle, et l'avantage d'un système de versionnement, c'est qu'il nous permet de gérer les interactions entre toutes ces personnes qui travaillent plus ou moins en même temps. Okay? Donc, dans le code, c'est important de reconnaître qu'on peut commettre des erreurs. Il faut pouvoir revenir en arrière. Okay? Donc, ça, c'est important. Et puis aussi, on peut rentrer souvent en conflit. Donc, ça, on va voir un peu plus. Qu'est-ce que c'est les conflits? Mais ça veut dire que 2 personnes ont essayé de travailler en même temps sur un fichier. Et puis finalement, il faut choisir plus ou moins manuellement qui a eu raison des modifications. Donc, je vais sauter un peu, mais le gestionnaire de version est là pour ce type de problématique. Okay? Ici, j'ai un extrait un peu abstrait de à quoi ça ressemble. Et donc, dans le développement aujourd'hui, on parle de branche de développement. Et donc ici, j'ai ma branche principale en Git et pas que Git, ça s'appelle master. Je crois qu'il vient de remplacer le nom master parce que ça gênait certains. C'était peut-être maintenant ils mettent par défaut main ou quelque chose comme ça parce que master, ça faisait master slave et il y a des gens qui trouvent que ça victimise des personnes. Du coup maintenant, c'est peut-être main, mettre par défaut. Mais en tout cas, l'idée, c'est que tu as une branche qui évolue, okay? Et tu as des versions de logiciels et ensuite tu fais des forks. Donc, tu peux dévier, créer, si vous voulez, une copie
avec des modifications alternes. Et ce fork-là peut exister avec ses propres modifications. Ici, dans le style de travail de Git, la plupart des gens, ils travaillent sur une branche qui s'appelle Develop. Donc, c'est là où la plupart des développements se font. Et c'est là où on intègre tous les changements de développeurs. Et chaque développeur, il va prendre un feature, donc une fonctionnalité. Il va se concentrer sur sa fonctionnalité. Il va la développer. Donc ici, j'ai une version de cette fonctionnalité, deuxième version de cette fonctionnalité. Et puis, j'essaie de réintégrer tous ces changements dans la branche qui est de développement. Et les autres features, par exemple, celui-là, à un moment donné, il va développer. Et puis, il va réintégrer aussi dans la branche Develop. Develop assure l'intégration de toutes les fonctionnalités. Quand on est prêt pour produire une version à déployer ou à vendre ou à utiliser en production, on va créer une branche spéciale de release. Donc, c'est préparation de mise en production. On va faire des petites corrections histoire de le mettre au point. Et puis, on sort une version. Okay? Et donc, master ou main, c'est la branche qui gère que des variantes de notre logiciel qui va toujours marcher. Okay? C'est ce qu'on essaie de garantir. On va voir comment ça marche chaque branche. Ici, chaque nœud, si vous voulez, de ces branches-là, il représente donc une version complète de l'ensemble des fichiers de votre logiciel. Okay? Donc, ayez juste ça en tête un peu. Quelques avantages. Donc, le versionnement de logiciel va nous permettre de synchroniser très facilement le travail et de partager et collaborer avec d'autres personnes. Et même de façon déphasée, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'être synchrone sur tout le travail. Vous pouvez travailler longtemps de votre côté et puis ensuite, l'outil va vous aider à fusionner ou à merger vos changements dans le logiciel. Okay? On a un suivi qui est super détaillé, okay? Très, très détaillé. Le moindre caractère qui change va être noté par le système de versionnement. Si vous rajoutez un espace, ça va être vu dans le système de versionnement. Okay? On a aussi la possibilité de suivre ou de jeter la faute à des personnes. Donc, si quelqu'un commet une erreur, on va le retrouver dans le système de versionnement. Okay? Un autre avantage, mais ça on verra avec le système de branche, c'est qu'on a des espaces confinés ou isolés où on a droit de travailler sans déranger les collègues. On peut faire tout ce qu'on veut, des bêtises et tout ça. Si jamais ça ne convient pas, on détruit notre branche et puis on crée une nouvelle branche. Je pense que c'est une branche. Et puis on continue dessus. Okay? Cet avantage des branches, elle est quand même importante. Et c'est assez récent que ça s'est popularisé. Donc, c'est avec Git ou peut-être un tout petit peu avant. Mais avant il y avait d'autres outils qui étaient, on va dire, qui avaient moins de fonctionnalités et ça causait quand même beaucoup de problèmes. Donc, pour le passage à l'échelle, il faut imaginer ce que ça peut être d'avoir 10 personnes travailler sur un même code. Okay? Donc là, on arrive quand même à se coordonner, à donner des contraintes assez strictes et tout ça, et puis à discuter quand on fait quelque chose. Mais si vous imaginez un projet où toutes les personnes dans IMA travaillent sur le projet en même temps. Okay? Donc, s'il y a 150 élèves peut-être en IMA, plus, je ne sais pas, 70 collègues. Donc là, vous êtes même pas sur cette grandeur-là, vous êtes un peu au milieu. 250 personnes qui essayent de travailler sur un même projet. Donc, ça devient bordélique, non? Si vous prenez IMA-GIS et, je sais pas, IAL ensemble, peut-être on est autour de 1000. Si vous prenez toute l'école Polytech, on n'attend pas les 10 000. Okay? Et avec les systèmes de versionnement, on arrive quand même à produire des choses où il y a la moitié de la FST, par exemple, toute la FST qui travaille sur un même projet. C'est cette quantité de personnes dont on parle. OK. Du coup, qu'est-ce qu'on versionne et qu'est-ce qu'on ne versionne pas? Donc, dans le code, tout ce qui est code est versionné. Okay? Que ce soit du XML, du C, du CPP, du Java, de ce que vous voulez, c'est versionné. Et c'est parfait, c'est fait pour les fichiers textuels. Les scripts d'accompagnement, ça se versionne. La documentation, notamment la documentation, les sources se versionnent, mais pas forcément les fichiers qui sont produits. Okay? On va voir ça tout de suite après. Les images, donc les sources,
mais pas les conversions des images. Tout ce qui est automatisable à partir d'une source, on ne va pas les versionner. Et tous les scripts d'aide, donc ici j'ai mis les scripts de build, mais aussi de déploiement, de création de la base de données ou d'autres choses, ça c'est versionné. Ce qu'on met jamais sur les systèmes de versionnement parce que ça pollue, si vous voulez, le truc. Ça fait consommer de la place et puis c'est des fichiers parasites. C'est toutes les ressources compilées. Donc ici, on parle de cela. Pour vous, ça va être des points hauts ou des points excès, donc les exécutables. Et les PDF aussi, par exemple, sauf si c'est un PDF source, mais la plupart des PDF sont générés à partir d'un fichier source type doc ou type LaTeX ou autre chose. Du coup, on met rarement les versions compilées. Okay? Tout ce qui est généré, on ne le met pas. Et il faut quand même s'habituer à sélectionner fichier par fichier ce qu'on veut mettre et ce qu'on ne veut pas. OK. Pourquoi on enseigne Git et pas d'autres? Parce qu'il y a quand même beaucoup de logiciels de versionnement. Mais je vais passer l'autre pôle. L'autre sondage. J'ai mis une alarme pour ça. Sondage 2. J'ai perdu les sondages. Voilà. OK. Du coup, Git, ça a été inventé relativement récemment. Okay? C'est assez nouveau. Ça a été débuté en 2005 et puis ça devient assez populaire vers 2008-2010. Et aujourd'hui, il y avait quand même plusieurs variantes avec les mêmes systèmes de branches et tout qui sont en même temps. Mercurial, Bazaar, Git et autres. Et Git, il a gagné parce que c'était les plus performants. Et ensuite, c'est le kernel Linux, parce que c'est fait par le même gars qui a développé Linux initialement. Il bascule sur Git. Et quand il fait ça, bah, ça pousse quand même des milliers de développeurs à se mettre sur Git. Et du coup, de plus en plus de projets autour de Linux se rajoutent sur Git. Et puis, ça fait boule de neige et maintenant, tout le monde est sur Git. Okay? Ce n'est pas le plus simple à utiliser. Il y a d'autres outils qui sont plus simples, mais beaucoup, beaucoup moins populaires. Donc, celui que vous allez rencontrer partout, c'est Git. C'est un outil très performant, professionnel. C'est vachement puissant. C'est un peu difficile à mémoriser si vous voulez toutes les variantes des commandes. Du coup, il faut faire un peu attention. Il faut apprendre aussi à chercher ou consulter la doc pour l'utiliser, surtout quand on débute. Ensuite, c'est quand même très, très utile. Moi, je vous conseille pour vos CV de créer un compte quelque part. Donc, typiquement, GitHub, c'est un peu le Facebook des développeurs. Okay? Ça a été racheté par Microsoft récemment, donc ça me fait un peu de la peine de le conseiller, mais tous les développeurs sont dessus. Et c'est là où on fait des dépôts de projets. Et vous pouvez commencer déjà avec le projet PA, mais d'autres aussi, à mettre vos projets sur Git. Ensuite, vous mettez le lien de votre GitHub dans vos CV. Et quand vous allez candidater pour des stages ou des choses comme ça, les gens peuvent aller voir ce que vous avez fait, la qualité du code, le style de projet que vous avez. Et puis, ça rassure aussi quelqu'un qui veut vous embaucher ou vous prendre en stage. Au fur et à mesure du temps, vos projets s'améliorent. Peut-être que les petits projets de PA, ensuite, vous les supprimez, mais les projets de 5e année ou de 4e année, vous pouvez les garder. Ça va vous faciliter la recherche d'emploi plus tard. Quand on met des choses en ligne, du code, il faut choisir une licence. Donc, il y a des licences spéciales pour le code. On ne va pas rentrer dans les détails ici. Mais GPL, c'est celui qui est connu parce que c'est celui lancé par Stallman et qui a démarré tout le mouvement open source. Et ensuite, il y en a qui sont beaucoup plus
plus facile à intégrer ou avec moins de contraintes dans du code propriétaire, comme le MIT ou BSD. Okay? Donc ici, c'est strict. Si vous récupérez du code GPL, vous êtes obligé à continuer à partager du code GPL. C'est l'auteur qui a choisi de faire ça. Si vous récupérez du code MIT, en gros, vous pouvez l'intégrer dans des produits propriétaires. Vous n'êtes pas obligé de partager le code que vous avez fait ou modifié. Okay? La différence, c'est juste qu'ici, on vous oblige à repartager ce que vous avez fait. Ici, on ne vous oblige pas. Et dans les deux cas, tu peux vendre le produit que vous avez fait. Donc, il n'y a pas de restriction sur le fait de gagner de l'argent. Il y a juste des restrictions si vous développez un code que vous vendez à quelqu'un. Il faut aussi donner le code source. Voilà. Pour les documents, donc tout ce qui est rapport ou documents techniques, je pense que certains d'entre vous, vous connaissez déjà, c'est les licences Creative Commons qui vous permettent de... Ils ont des restrictions. Tu peux dire quelles sont les contraintes que tu mets sur un document ou sur une vidéo ou autre chose. Okay? Est-ce que vous permettez les gens de le copier librement, de le vendre, de le modifier, de faire d'autres choses? OK. Donc, les concepts de base dans Git. Dans Git, on a le répertoire sur lequel on travaille. Donc, on va l'appeler copie de travail ou le working directory. C'est vraiment l'arborescence dans laquelle vous êtes. Okay? C'est votre répertoire courant qui est aussi un dépôt Git. Okay? C'est l'état actuel des fichiers dans le répertoire. Et vous avez un dépôt. Donc, c'est ces versions-là. Okay? L'idée, c'est que vous modifiez vos fichiers quelque part. Vous faites des petites modifs à droite à gauche dans le code. Et ensuite, vous dites, ah, c'est super, j'ai implémenté quelque chose, c'est bien. Je vais sauvegarder. Donc, tu prends l'état de tous ces fichiers-là et tu crées une petite sauvegarde dans le dépôt. Okay? Dans Git, il va y avoir ça va apparaître juste après, mais il y aura un répertoire caché pour stocker toutes ces informations-là. Donc, il va stocker une copie, si vous voulez, de tous vos fichiers à un moment donné. Et puis, vous refaites des nouveaux changements, vous rajoutez 3 fichiers, vous supprimez un, vous modifiez votre code et vous dites, je suis prêt, je crée une nouvelle version. Okay? Donc, on va créer, ça va être une version de tout ce qui est dans le répertoire que vous avez choisi de sauvegarder. Okay? Tout est sauvegardé dans chaque version. Puis, à un moment donné, vous créez un troisième, donc vous avez fait des modifs. Peut-être qu'il y avait une variante que vous avez explorée, donc vous avez une nouvelle modif, etc. Okay? Donc, il y a le copie de travail et il y a le dépôt. Et c'est vraiment le truc standard dans toutes les logiciels de versionnement. Au milieu, en Git, ils ont quand même... Ah oui, j'aurais dû mettre ça. C'est juste ici, j'ai mis une structure des répertoires. Okay? Donc ici, j'ai un répertoire Bean qui stocke mes exécutables quand je les compile avec mon makefile, donc le makefile. J'ai un fichier README pour expliquer comment utiliser mon dépôt. J'ai des librairies, j'ai un fichier de comment installer, donc de texte. Puis, j'ai mes codes sources dans mon répertoire source. Okay? Une structure assez standard que vous allez retrouver partout. Si je modifie mes fichiers, je sauvegarde, c'est ça qui va créer mes versions. Okay? Par exemple, le B, c'est l'ensemble de tous ces fichiers-là à un instant donné quand j'ai décidé de sauvegarder. Okay. Git, il rajoute quand même quelques concepts. Donc, ce n'est pas juste copie de travail dépôt, mais il rajoute aussi un passage intermédiaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Monsieur, j'ai une question. C'est une question bête, mais là, dans la slide d'avant, vous disiez que l'exécutable, vous le mettez dans un dossier bin. Comment on fait pour déplacer que l'exécutable, il se mette dans un autre dossier que le dossier du programme? Quand vous faites GCC, vous dites où vous voulez créer l'exécutable. Ah, on peut directement lui donner une direction. Ouais. Ok, Bah, c'est avec le -O, vous donnez le nom de l'exécutable. Vous n'êtes pas obligé de faire dans le répertoire courant, vous pouvez l'envoyer ailleurs. Ah, on peut directement écrire avec des slash le dossier et à la fin le nom de l'exécutable? Oui, vous Ah, ok, définissez où ok. vous voulez sauvegarder ça. J'avais jamais fait Si, attention. si ça se trouve, le GCC, c'est plutôt le répertoire de destination que vous allez définir une fois et peut-être que le nom de l'exécutable ne contient pas les slash. Il faut juste regarder la doc, je me Ok, souviens bah, plus. je regarderai. Ouais, Merci. mais toutes les langages compilés, ils ont ça. Donc Java, il a ça aussi. Tu peux dire où est-ce que vous voulez générer l'ensemble de vos fichiers classes, donc les fichiers, les points O équivalentes.
En C, vous pouvez aussi dire que vous voulez stocker les points hauts, donc tous les fichiers parasites intermédiaires là, dans un répertoire spécifique. Ok, Euh, nickel. Vous avez aussi vu avec messieurs Dekit les points SO et les points A aussi que vous pouvez générer. Vous pouvez les générer dans un répertoire qui est différent à celui de l'exécutable, par exemple. Ok. Du coup, c'est pour ça que, par exemple, sur des jeux vidéo, on voit qu'il y a plein de dossiers et que, justement, je me disais, bah, il y a des dossiers bin et je savais pas à quoi ça servait vraiment. Ouais, l'idée c'est plus tu as des fichiers, plus difficile c'est d'avoir juste une structure à plat. Ok. Mhm. On commence à mélanger trop de choses. Et du coup, si tu structures ton projet un peu, ça le rend vachement plus lisible. Ok. Donc, la structure typique, c'est bin, c'est l'exécutable que l'utilisateur final va pouvoir utiliser. Build, c'est le répertoire où on va générer tous les points O et les points A intermédiaires ou les points SO intermédiaires. Ok. Doc, c'est un répertoire qui contient toute la documentation du projet. Install, c'est un fichier de texte, comme README, c'est un fichier de texte. Okay. Ça permet de décrire le projet et le dépôt, et install permet de décrire comment installer le logiciel. Ensuite, lib, c'est les dépendances de votre projet, donc c'est ce que vous allez utiliser pour pouvoir compiler. Et puis source, c'est vos codes sources. Et vos sources, si vous regardez, ils peuvent être aussi structurés en sous-dossiers. Okay. Donc, parfois, les points H, ils ont des sous-dossiers à spécifier. Voilà, c'est vraiment le truc qu'on voit dans tous les projets. À quelques détails près, ça change, mais grosso modo, c'est ça. Et le makefile, c'est, en tout cas, dans les projets en C, on les met à la racine du projet et qui va ensuite chercher tout ce qu'il faut compiler ici dans source et il va les compiler, les mettre dans build. Okay. Et à la fin qu'il aura tout compilé, il va construire l'exécutable ou les exécutables et les mettre dans build. Parfois, tu peux aussi avoir des makefiles avec des sous-dossiers. Donc, tu as un makefile principal, puis tu as des sous-dossiers avec des modules de votre projet qui, eux, ont aussi leur makefile. Et du coup, tu as quand même une chaîne de compilation assez immense. Ça, c'est le cas de tous les gros projets aussi. Tu n'as pas un seul makefile, mais parfois, tu en as vraiment beaucoup. En Linux, je ne sais pas combien, mais 200 ou je ne sais pas combien de makefiles il doit y avoir, mais c'est quand même énorme. Ok. Moi, je me renseignerai un peu là-dessus. Merci pour les infos. Ouais, de rien. OK, du coup, on revient. Vous avez l'état courant de vos fichiers. Vous avez le dépôt qui est local. Okay? Et on va distinguer toute cette historique de version qui existe dans le dépôt, dans le répertoire sur lequel vous travaillez. Okay? Il va y avoir un répertoire .git qui stocke ces informations-là. En intermédiaire, il y a une espèce de c'est pas un dossier, je sais pas comment je peux l'appeler. Il y a une phase, si vous voulez, ou un endroit de stockage que vous n'avez pas la main dessus directement, mais vous pouvez l'introspecter avec les commandes Git. Et c'est là où vous allez stocker temporairement les fichiers que vous voulez sauvegarder à un moment donné. Donc, avant de créer une version, vous avez peut-être modifié 3 fichiers. Et il y a un seul que vous voulez vraiment sauvegarder dans la nouvelle version. Du coup, ce fichier-là, vous allez le copier dans l'espace de préparation. Et ensuite, une fois que tu es sûr que c'est ça que vous voulez sauvegarder, vous allez ensuite prendre une copie de tout ce répertoire et créer la nouvelle version. Okay. Et du coup, peut-être qu'entre deux versions, il y a un seul fichier qui a été vraiment sauvegardé, même si vous avez modifié plusieurs. Okay. Donc, on va voir ici des commandes add qu'on va voir avec Git qui permettent de dire je rajoute ou je prépare le fichier suivant à sauvegarder ou le répertoire suivant, ou etc. L'autre point super important, c'est la séparation entre le dépôt que vous avez en local et le dépôt distant que vous allez partager avec vos copains, okay, sur lequel tout le monde va synchroniser le travail. En Git, vous avez une copie entière de tout le projet en local. Donc, même si vous n'avez pas Internet, vous pouvez regarder l'historique des projets, naviguer dedans, etc., etc.
Et quand vous avez Internet, il y a des commandes pour synchroniser les deux. OK? Et le dépôt distance, ça va être sur un serveur, typiquement, à travers le réseau. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est le plus standard. Et chez GitHub ou chez GitLab ou sur le GitLab de l'Université de Lille ou ailleurs. OK? Et c'est celui-là que vous allez partager avec les autres. Mais votre dépôt local reste à vous. La structure, c'est j'ai un répertoire de mon projet. Okay? C'est là où je vais travailler. Ici, dans le répertoire, j'ai l'arborescence qu'on a vu avant. Donc, c'est le copie de travail. Et c'est les fichiers que je vois, c'est l'état courant de mon répertoire, le working directory. J'ai un sous-répertoire .git qui contient toute l'historique de tous les fichiers et il contient aussi l'espace de préparation des fichiers. Okay? Donc, l'index ou le staging. Okay? Il y a quelques commandes, il y a quand même un petit paquet de commandes. On voit que les trucs principaux, mais pour démarrer, vous avez deux choix. Soit vous avez un répertoire local et vous voulez le convertir dans un dépôt Git. Vous dites, j'ai ce répertoire, il y a 5 fichiers dedans et je suis prêt à le versionner. Donc, dans ce cas-là, vous utilisez git init. Okay? Git init, c'est initialise le répertoire courant et convertis-le en un dépôt Git avec l'historique. Et ça doit se faire une seule fois par projet. Okay? Il y a aussi git clone. Et git clone, c'est celui, une fois que vous avez fait git init et que quelqu'un l'a mis en ligne et que vous avez l'espace de travail commun, il y a un dépôt distant. Okay? Et vous pouvez donc faire une copie entière de ce dépôt-là pour l'amener sur votre PC à vous. Okay? Donc, la commande est git clone et puis l'URL du projet distant. Et il faut bien sûr avoir les droits d'accéder au fichier. Donc, c'est un URL qui est protégé. Donc, les deux, ça permet d'avoir un dépôt Git sur lequel vous travaillez. Quand vous faites des modifications, vous faites git add et add va les préparer. Donc, chaque petite modif, il est envoyé un par un ici dans le add et c'est là où vous commencez à préparer une sauvegarde. Et git commit crée une sauvegarde. Donc, tout ce qui a été mis dans l'espace de staging, de index, quand vous faites commit, c'est ça qui va être sauvegardé. Git vous aide un peu. Du coup, si vous utilisez un éditeur de texte, vous pouvez voir les fichiers qui vont être sauvegardés à chaque fois, il te les liste. Ça, le commit est local, donc tu peux faire autant de commits que tu veux et c'est dans ton espace à toi. C'est la copie de répertoire local, de dépôt local. Quand vous êtes prêt, vous dites « je veux synchroniser avec mes collègues », vous faites git push. Et si vous avez créé toute une branche avec 2 modifications, c'est ça qui va être envoyé sur le serveur. Donc, plutôt ici. Okay. Vous faites git push et puis le serveur va retrouver les mêmes modifications. Ensuite, vos copains, ils peuvent les récupérer avec des commandes, soit fetch et merge, mais le plus commun, c'est pull. Okay. Pull, ça permet de dire, va regarder le dépôt distant, récupère les changements de tout le monde et essaye de les intégrer dans mon répertoire courant. Okay. Parfois, on ne veut pas faire ça, donc il y a aussi la possibilité de le faire en 2 pas. C'est récupérer les changements. Donc, si quelqu'un a mis de nouveaux variantes du logiciel, vous pouvez les récupérer en local. Ça vous permet de lancer des commandes pour l'introspecter, pour comprendre ce qui a été fait, sans forcément modifier votre répertoire courant. Donc, votre répertoire n'est pas modifié avec un fetch. Une fois que vous êtes prêt, vous faites un merge et ça fusionne tous les changements. Okay? Si votre copain a édité les mêmes fichiers que vous, au moment de la fusion, il peut y avoir des conflits. Okay? Donc, git pull, c'est le truc quand même commun. Il y a quelques commandes de plus. Donc, checkout, c'est pour sauter sur des branches. Checkout head, on va voir ce que c'est le head, mais c'est là où on pointe en ce moment. Diff, ça permet de regarder quelles sont les différences entre les fichiers. Okay? Donc, si vous avez fait une modif, une seule ligne ici, dans un petit fichier, il va regarder l'état courant des fichiers qui... Ouais, si vous faites une modif chez vous dans votre répertoire de travail, il va regarder s'il y a une différence entre la version qui a été sauvegardée dernièrement. Et si oui, il te l'affiche. Okay?
Donc, le guide diff, ça va le faire avec le fichier d'index. Et le guide diff head, ça va le faire avec le dépôt. Okay? Et ensuite, on peut aussi faire un guide diff avec le dépôt distant en indiquant à la place de head, on indique, on va voir, mais c'est le serveur plus la branche distante. Ça nous permet de quand même comparer beaucoup de choses. Si j'ai fait une branche pour une nouvelle fonctionnalité, je peux regarder quelles sont les différences avec la branche principale. Ça me permet d'être bien, de vérifier si j'intègre ou pas ces changements. OK. Du coup, il faut quand même être conscient. Ça se fait pour chaque nouveau utilisateur qui veut récupérer une copie du dépôt distant. C'est git clone. Git init, ça se fait une seule fois par une seule personne. C'est celui qui a créé le dépôt initial et qui va ensuite l'envoyer sur le serveur distant. Les deux, il faut les maîtriser. Git add, vous allez l'utiliser énormément. Git commit aussi, et git push et git pull. Okay? Cela, ça vient, c'est pas très compliqué. Quand vous en aurez besoin, vous allez vous souvenir. Et il y a aussi une commande que je n'ai pas mis, mais c'est git status. Le git status permet de consulter à tout moment l'état actuel de mon dépôt. Okay? Et honnêtement, il faut le lancer avant et après chaque commande pour être sûr de ce que vous faites. OK. J'ai quelques commandes, et donc avec un exemple avec les graphes et tout ça. Donc, on va essayer de voir. Donc ici, les slides sont faits de cette façon. Ici, je liste les commandes que je vais exécuter. Je mets une petite flèche parfois pour dire où est l'exécution, est-ce que ça a été exécuté ou pas. Donc, si la flèche est au milieu, ça veut dire que mkdir a été fait, mais pas git init. Okay? Donc, c'est pour que les autres slides soient clairs. Ici, j'ai un dépôt vide, donc il n'y a rien dedans. Et qu'est-ce qui va se passer si je fais mkdir mon dépôt? Ben, ça crée le répertoire mon dépôt. CD mon dépôt, ça me met dans le répertoire mon dépôt. Git init, et regardez le point. Git init, c'est initialise un répertoire comme un dépôt Git. Et le point, ça veut dire ici, c'est le répertoire courant. Donc, quel répertoire? C'est mon dépôt. Okay? Si je fais echo pom, donc echo, c'est afficher. Ça, c'est des redirections. Donc, c'est append, comme on a vu dans le cours des fichiers. Donc, ajoute le texte pom au fichier free.txt. Si free.txt n'existe pas, ce qui est le cas parce qu'on vient de créer le dépôt, donc elle est vide, elle va créer le fichier et rajouter pom dedans. Ensuite, git add, ça préparait le fichier free.txt dans l'espace d'indexation temporaire. Et git commit, ça crée une sauvegarde. Okay? Ici, j'utilise git commit m parce que sur les slides, c'est plus simple et je mets le message d'affichage. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre M. Si vous ne faites pas ça, si vous faites que git commit, il va lancer votre éditeur de texte par défaut. Et comme ça, vous pouvez voir plus facilement ce qui se fait. Okay? Du coup, si j'exécute tout ça, je vais me retrouver avec un commit. Et la commande commit va me renvoyer un ID de commit. Le ID est unique. Okay? On va voir comment ça se génère tout de suite après. Donc, une fois que j'exécute toutes ces commandes-là, j'ai un commit, donc une sauvegarde de tous les fichiers de répertoire que j'ai décidé de sauvegarder. C'est donc free.txt. J'ai ma branche master, la branche principale, qui pointe sur le dernier commit. Okay? Et j'ai head qui est là où je suis actuellement. Okay? C'est l'indication sur quelle branche je suis en ce moment. Je vais peut-être profiter vite fait. C'est mieux. C'est compliqué de... Le PC à écran tactile, ça prend trop de place. Je n'arrive pas à taper sur le clavier correctement. Okay. Si j'exécute ces commandes, j'ai envie juste que ce soit plus clair. Donc, git init, ouais. Si je fais ls-la, vous allez regarder, c'est vide. Okay? Le fichier, le répertoire point, c'est le répertoire courant. Double point, c'est le répertoire précédent. Okay? Donc, ls-la me montre les fichiers cachés
en mode, le L, c'est vertical avec toutes les infos sur les fichiers. Okay? Donc, soyez pas très étonnés. Donc, je viens de créer mon dépôt est clairement vide. Si je fais git init, point, OK, initialized empty git repository in bla bla bla, et il me donne l'URL. OK, donc c'est home rudamet, mon dépôt que je viens de créer, point .git. Maintenant, si je regarde, maintenant j'ai, peut-être que je vais faire un peu plus grand. Si je regarde, ben, j'ai les trucs qui ne veulent rien dire. Et ensuite, j'ai un dépôt .git maintenant. Si je regarde dans le .git, okay, il y a toute une structure. Donc, il y a la configuration du dépôt, il y a aide qui est cette information-là où je pointe, et il y a plein de trucs. Okay? Parmi les trucs, il y a objects, et objects, ça va stocker une copie de tous les fichiers que... Git objects. Ça va stocker une copie de tous les fichiers que j'aurais ajoutés au dépôt. Okay? Ensuite, il y a les références. Ça, on va voir, c'est les branches et tout ça. Du coup, si je fais, donc au lieu de faire le echo pour que ça soit plus clair, je vais faire free.txt. À la place de pomme, j'ai mis orange. Si je fais git status, donc le truc à apprendre, c'est qu'il nous dit, je suis sur la branche master, il y a 0 commits qui ont été faits, il n'y a pas de sauvegarde. Il y a un fichier en rouge, si vous regardez, parce que moi j'ai la coloration, donc il faut la configurer chez vous. Il me dit free.txt n'est pas suivi. Ça veut dire que tu ne l'as jamais sauvegardé. Et en gros, il est en train de te dire, ça c'est un fichier qui existe, est-ce que vous voulez la sauvegarder? Et donc, pour sauvegarder, je sais que je fais add et le fichier que je veux. Si je fais git status va me dire, vous avez préparé, donc changes to committed, vous avez préparé des fichiers à être sauvegardés. Est-ce que vous voulez les sauvegarder? Si vous ne voulez pas, il vous donne la commande git rm cached et rm, ça va enlever du cache, donc l'index, le fichier que vous avez dit. Okay? Donc, si vous n'êtes pas prêt ou vous vous êtes trompé de fichier, vous pouvez l'enlever de la préparation de sauvegarde. Si vous êtes prêt, bah, vous faites git commit. Et ici, moi, j'utilise VI. Et du coup, il m'a ouvert directement l'éditeur de texte. Au début, je vais écrire mon message et puis il me donne quand même des infos. Donc ça, c'est des commentaires, si vous regardez. Ici, tout ça, c'est des commentaires et c'est juste indicatif pour vous faciliter le message et que vous puissiez vérifier une dernière fois. Donc, le changement à être sauvegardé, c'est juste free.txt. Il n'y a rien d'autre. Du coup, si je fais premier sauvegarde de free.txt, c'est le message que j'ai envie de sauvegarder. Je sauvegarde et je sors. Il va me dire si ça s'est bien passé ou mal passé. Ici, j'ai le message. Ici, j'ai l'identifiant du commit dont on a parlé. Il me dit il y a un fichier qui a changé. Donc, si j'avais édité 3 ou 4 fichiers, il aurait dit ça. Il y a une seule insertion, donc une ligne qui a été ajoutée dans un seul fichier. Et puis, il te donne aussi les droits que vous avez laissés sur les fichiers. Et puis, free.txt, c'est le nom du fichier. Okay? Et il va vous lister à peu près ce que vous avez fait. Comme ça vous permet encore de vérifier. Si je fais git status, maintenant, il me dit, vous êtes sur la branche master toujours. Et il n'y a rien à sauvegarder parce qu'il n'y a pas d'autres changements et tout est propre. Si je fais ls, j'ai toujours le fichier là. Si je fais le ls git, c'était quoi déjà? Pack objects. On va retrouver le truc. Non, c'est pas... Ah oui, OK. Objects, si vous regardez, il y a ces fichiers-là maintenant qui ont été créés, D9, F8, etc., etc. On va regarder ce qu'il y a dans chacun. Et maintenant, j'ai des fichiers avec des hash qui ont été créés. Donc, on va voir juste après ce que c'est les hash. Mais un de ces fichiers-là, donc je ne sais pas laquelle, bon, on peut tenter de voir si c'est pas celui-là qui est le fruit. C'est pas celui-là qui est le fruit. Je vais passer pour un con si je ne trouve pas mon fichier fruit. Hein. Et ben, je ne l'ai pas trouvé. Bravo, donc c'est pas là. Peut-être pas. Non, Nico. On va tricher. Qu'est-ce que j'avais mis dans les trucs? Ah ben, je suis nul. En tout cas, quelque part,
quelque part dans mon répertoire.git, il y a mon fichier orange. Ok. Mais comme vous voyez, il y a quand même pas mal de fichiers. Qu'est-ce qui est important ici? Bah, le truc important, c'est que vous éditez jamais directement le point Git. Ok. Toutes les interactions se font avec les commandes. Ok. Vous pouvez aussi voir sur quelle branche vous êtes et s'il y a d'autres branches aussi. Ok. On va voir après des commandes sur les branches. On revient ici sur les slides. Du coup, Git status. Ah oui, et Git log. Donc, Git status me dit qu'est-ce qui se passe sur mon répertoire local et Git log va me donner l'historique. Okay? Donc, ici, dans Git log, je vois le même identifiant de commit qu'il m'a montré avant. Donc, ça, c'est l'identifiant de la sauvegarde que j'ai fait. Il me dit, vous êtes actuellement, donc là, c'est le head, vous êtes sur master. OK? Et puis, j'ai mon petit message que j'avais donné et la personne qui a sauvegardé et puis la date. OK? Il y a des variantes après de Git log. Moi, j'en ai quelques-unes on verra après avec plus de commits, mais qui me listent un peu plus joliment si vous voulez les mêmes informations. OK. Donc, c'est quoi un commit, en gros? Donc, un commit, c'est une sauvegarde, un snapshot, c'est l'état du répertoire à un instant donné. OK? Et ça va générer un identifiant unique. Okay? Donc, c'est toujours ces identifiants-là uniques. Et comment on arrive à générer, ou qu'est-ce que le commit contient comme info et comment il génère l'identifiant? Il connaît, c'est l'arbre, donc les commits précédentes sur lequel, pour construire, si vous voulez, c'est où que je l'avais? Non, on ne va pas revenir en arrière. Mais pour construire, si vous voulez, le nouveau commit comme ça, il a besoin de savoir qui était le père du commit actuel, okay, pour créer la chaîne de sauvegarde. Du coup, il a l'arbre, il a l'auteur et il a des différentes infos. Okay. Il a aussi donc tous les fichiers du répertoire que j'ai modifiés à ce moment de sauvegarder. Donc, le commit ID, c'est un hash, ça s'appelle un hash ou une empreinte, si vous voulez, avec l'algo SHA-1. Okay. Est-ce que vous vous souvenez du hachage avec M. Aranega ou pas? Oui. Un algo d'hachage, c'est un algo qui me génère un nombre statistique qui est censé être unique. Okay? Donc, statistiquement unique, ça ne veut pas dire que c'est impossible d'avoir des doublons, mais c'est très peu probable. Et donc, si je prends, par exemple, quel hash vous voulez, le même de Git, hsum de fruit.txt, okay? Il me donne un hash par rapport à son contenu. C'est le contenu du fichier qui fait un hash. Okay? Si je copie fruit.txt et je le renomme, autre chose.txt, même son machin. Si je fais le même hash, est-ce il me donne la même chose ou autre chose? Il me donne normalement le même numéro. OK? Et si je fais la moindre changement sur un truc, donc ici, on va juste rajouter un espace. Vous allez voir que il me donne un numéro complètement différent. Okay? Je fais les deux en même temps. Vous voyez qu'il y a un espace qui distingue les deux fichiers. Le numéro de hash ici, c'est, je sais pas, 256 bits ou quelque chose comme ça. Et avec la moindre différence, le hash est complètement différent. Okay? Donc, l'idée, c'est vraiment générer des numéros uniques. Et l'avantage d'avoir un numéro qui représente quelque chose, c'est que le numéro est de taille définie. Donc, 256 bits ou 512 bits, c'est les tailles communes. Et la taille du fichier peut être vraiment très, très gros. Si je prends un film, il me génère un hash sur un film de 4 gigaoctets, ça va être 512 bits. Okay? Si je prends un ISO d'Ubuntu qui fait, je sais pas, 2 gigas ou quelque chose comme ça, il me génère la même taille de hash. Et si vous téléchargez un fichier d'Internet, souvent, il indique le hash du fichier. Et comme ça, quand vous avez fini de télécharger, vous pouvez exécuter le même algo. SHA-1, mais il y en a pas mal. Il y a MD5 et d'autres. Et vous pouvez confirmer que le hash est la même que celui sur Internet. Et comme ça, vous êtes sûr que vous avez
il n'y a pas d'erreur dans le téléchargement. Donc, sur Git, ce qu'on va hacher, c'est tout le contenu du commit. Okay? Donc, tous les fichiers, tout ce qui a été modifié va être haché individuellement. La date, le nom et l'email de la personne qui a sauvegardé, le message que vous avez choisi de sauvegarder, et puis l'ID de Git, de commit parent. Okay? Quelle est l'idée de tout ça? C'est ce qu'on veut, c'est que l'ID soit unique. Okay? Donc, on a une arborescence, il y aura des milliers ou des centaines de milliers de modifications, voire des millions de modifications. Et dans toute cette arborescence, il n'y a pas une seule fois qu'on a le même hash qui a été généré. Comme ça, on peut dire, bah, moi, je veux le commit X, bah, F30AB, et je sais que je parle d'un seul commit. Il n'y a jamais deux qui ont exactement le même identifiant. Et c'est important parce qu'après, Git va les utiliser pour construire rapidement des comparaisons de branches et permet de fusionner le code facilement. Okay? Donc, ça nous donne c'est presque unique, un ID presque universel. Okay? Et ça veut dire aussi que si vous avez 2 ou 3 ou 20 dépôts Git différentes, les hashes des différents nœuds dans chaque dépôt vont être différents aussi entre les différents dépôts. Okay? Donc, l'idée, c'est pas juste dans un dépôt, j'ai que des identifiants uniques, mais sur tous les dépôts aussi. Okay? OK, donc on va revenir sur les commandes de base. Je reprends l'état que j'avais après mon premier commit. Donc, j'ai un commit. Si je fais echo banane free.txt, bah, vous pouvez, comme ça, c'est append. Vous savez que j'ai bien d'ajouter banane à mes fruits, que j'avais pomme ou ici, j'ai fait orange. Si ensuite, je fais git add et git commit avec le message, bah, ça va créer un nouveau identifiant, un nouveau commit. Qui est le père de ce commit-là? On voit ici, je suis sur add et master, et donc le commit 27 va être le père des commits suivants que je fais, okay, parce que je suis sur cette branche-là. Du coup, j'attends d'avoir un commit ici qui pointe sur celui-là avec un identifiant qui est celui-là. Okay. Voilà. Du coup, j'ai un nouveau identifiant. Ici, mon free.txt, il va contenir pomme et banane. OK? C'est ça qu'il faut voir. Mais sur ma version précédente, mon free.txt ne contient que banane. Et avec des commandes, on peut bouger add et master et on peut revenir en arrière sur les commits précédentes, okay? Ou on peut les faire avancer. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Si je reviens en arrière, mon répertoire courant, il va revenir sur la version de free avec seulement banane. Si j'avance mes commits, automatiquement Git va changer tous les fichiers dans le dépôt courant et il va mettre la version de free avec les deux free. Okay? Si je fais un troisième commit, donc ici c'est orange, je vais rajouter ça, j'ai un troisième commit avec son identifiant. Et si vous regardez, c'est toujours où est add, c'est la branche qui va avancer. Donc add est sur la branche master et si je commit, c'est master qui avance. On va voir, donc je reprends mes 3 commits précédentes et puis on est toujours sur master et on va créer une nouvelle branche. Donc pour créer une branche, c'est git branche et le nom de la branche, donc ici légumes. Et git checkout, ça me met sur la branche légumes. Okay? Donc c'est en 2 pas. Ici, ça crée la branche et la branche va être créée exactement au même endroit où je suis sur add. Donc c'est la tête du dépôt, si vous voulez, l'état du répertoire courant. Si je exécute ces 2 commandes, si je sélectionne le PDF déjà, ces 2 commandes-là, je viens de créer, donc avec git branche, j'ai créé la branche légumes et avec checkout, j'ai dit à add de suivre légumes. Donc maintenant, il est sur légumes. Comme j'ai juste créé une branche, c'est juste une étiquette, les 2 branches sont sur le même commit. Okay? Donc, il faut voir ça. Par contre, si je fais des modifications et de nouvelles commits, ça va créer ma nouvelle commit qui va pointer sur la précédente. Okay? Mais master, il ne bouge pas parce que ce n'est pas là où je suis. Je suis sur légumes et du coup, légumes va avancer. Et c'est ça qu'on va faire. Du coup, si je fais echo aubergine dans un fichier légumes.txt parce que je suis sur ma branche légumes, j'ajoute
à la zone de préparation légumes et je commit. Donc, j'ai un nouveau identifiant. Okay? Dès que j'exécute le commit, c'est légumes qui avance, légumes pointe sur la nouvelle version et master sur l'autre. Si je fais checkout master, le fichier légumes n'existe plus là. Okay? Si je fais checkout légumes, ben, je récupère le fichier légumes. Et ici, je rajoute un deuxième juste pour créer un commit de plus. Courgette dans légumes, donc c'est toujours ajouter courgette au fichier légumes et puis ajouter légumes à l'espace d'indexation ou de staging et committer. Okay? Donc, j'ai 2 commits d'avance sur légumes par rapport à master. Master est en retard, si vous voulez, de 2 commits. On va faire un checkout de master. Okay? Donc, le head qui avant était sur légumes, maintenant il revient sur master. Et qu'est-ce qu'on avait dit ici? Est-ce que le fichier légumes n'existe pas? Hein? Il a été créé là. Donc ici, j'ai juste free.txt, mais pas de légumes. Okay? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça que je viens de dire, légumes n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe si on commit sur master? Donc, si je prends poire, je le mets dans free.txt, j'ajoute free et je commit. Donc, on sait bien qu'il y aura un nouveau commit. Ce qui est important à voir, c'est que ce commit ne va pas contenir et ne va pas s'intégrer dans le commit de légumes qui avait le fichier légumes.txt. Donc, ce qu'on va retrouver, c'est un nouveau commit sur une nouvelle branche. C'est ce qu'on appelle des branches. Okay? Donc, dès que je commit, j'ai la nouvelle branche. Et du coup, j'ai un nouveau identifiant qui a été indiqué par le commit. Master, la branche master pointe là et je suis sur la branche master. Okay? Donc, maintenant, j'ai 2 variantes de mon logiciel. J'ai quand même plusieurs variantes, mais j'ai 2 branches okay, qui sont différentes et qui commencent à diverger. Ici, j'ai une modification dans free qui n'existe pas là-bas. Et là-bas, j'ai le fichier légumes. OK. J'ai juste changé de branche. Donc, checkout légumes, ça change le head juste là. Je fais un diff de master et légumes. Et ce que ça va me dire, c'est qu'il y a 2 fichiers qui sont différents, légumes et free, et il va m'indiquer très clairement quelles sont les modifications de chacun. Okay? Et le merge, ça va être la clé ici. Vous êtes sur légumes, et donc vous avez cet état dans votre dépôt local avec légumes.txt et tout ça. Et vous dites, va chercher les modifications dans la branche master. Okay? Donc, je vais peut-être faire les différemment. Donc, va regarder où est master. Et puis master, on voit qu'il pointe sur le 21.7 et il récupère tous les changements qui sont là et intègre-le chez moi. Okay? Donc, c'est un peu ramène, si vous voulez, tous les changements. Quand je vais faire ça, il ne peut pas modifier un commit et pas modifiable. Okay? On peut détruire un commit et recréer de nouvelles commits, mais on ne peut jamais éditer un commit. Okay? Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va me créer une nouvelle version qui aura compare légumes et compare le 21.7. Okay? Donc, les 2 commits là vont être séparés. Et il aura donc free.txt à jour et légumes.txt. Okay? Avec un nouveau identifiant parce que le merge, dans ce cas-là, il me crée un nouveau commit. Du coup, il récupère un identifiant. Et je suis toujours sur légumes. Okay? Le head pointe sur légumes. Il faut bien voir que la seule branche qui va avancer, c'est la branche sur laquelle vous êtes. Okay? Les autres branches n'avancent pas. Comment je peux aller récupérer et faire avancer master pour que les 2 soient à jour? Il faut sauter sur master et ensuite faire un merge avec légumes. Je vais peut-être revenir. Oui, ici, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est une commande beaucoup plus complète que vous pouvez utiliser. Il y a des alias à mettre aussi dans la configuration du Git, mais ça dit montre-moi toutes les branches en mode graphe. Donc, si vous regardez ici, il y a un espèce de graphe qui s'affiche. Donc, vous avez le fork que je dessine sur les slides aussi. Et one line, c'est une seule ligne par commit, comme ça, c'est joli. Et puis, mettez la date en mode court, parce que sinon, il met l'heure et la minute et seconde et tout ça. Bon, je reviens ici. J'ai légumes master. J'ai sauté avec le checkout ici sur master. Je vais regarder, parce qu'avant de merger, il faut toujours savoir qu'est-ce qu'on est en train de merger.
Donc, j'ai envie de merger légumes, donc je vais faire un diff, regarder quelles sont les différences entre master, là où je suis, et légumes. Je vais merger légumes. Okay? Quand je dis merge légumes, c'est va chercher dans légumes toutes les modifications qui sont là et ramène-les ici. Okay? Et ensuite, détruis la branche légumes. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que légumes, il ne me sert plus à rien. J'ai déjà créé le fichier et je le détruis. OK, donc qu'est-ce qui va se passer ici? C'est, si vous regardez, on a déjà fait un merge légumes et master. Okay? Il n'y a pas de nouveaux changements. On n'a pas de changements, par exemple, ici, à aussi intégrer. Okay? Donc, comme ça n'existe pas, je vais peut-être les effacer. On a juste besoin de faire avancer l'étiquette. Il n'y a pas de nouveau commit qui va se créer. Okay? Et ça, c'est important. Donc, comme les branches étaient déjà mergées précédemment avec l'autre commande, le nouveau merge, il va juste faire avancer. Il fait le minimum de travail possible. Et le minimum de travail, c'est avance master pour qu'il pointe sur la même. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Oui, parce qu'on avait déjà le merge. Okay? Il était déjà fait. Donc, Git, il sait qu'il n'a pas besoin de le refaire. Mon répertoire courant, c'est toujours add. Et je peux détruire une branche à partir de n'importe où. Dès que vous faites le -d, ça détruit la branche. Donc ça va disparaître. Okay? Maintenant, une fois que j'ai effacé la branche légumes, donc l'étiquette légumes, je me retrouve seulement avec master et add. Est-ce que jusque-là, c'est suffisamment clair, un peu le processus? Oui, ça va. Ça va? OK. C'est pas très compliqué, mais quand vous faites les mêmes choses, il faut quand même avoir en tête ce que vous êtes en train de faire. Okay? Qu'est-ce que c'est un commit? Quelles sont ses dépendances? Où sont les branches et tout ça? Parce que quand vous êtes ici, ici c'est git branche légumes, git checkout légumes, git status. OK? Je regarde, il y a le fichier autre chose que j'avais créé avant, que je vais peut-être effacer. Donc git status. Je fais git, qu'est-ce qu'on peut faire? Git log. Okay? Je peux regarder ce qui se passe là. Et git branche, je peux regarder mes branches. Okay? Qui me dit, vous êtes sur légumes. Okay? Donc, c'est pour que vous vous habituez un peu à l'affichage sur ligne de commande. Si je crée mon fichier légumes.txt et poireau, ça s'écrit avec un X. On va dire que oui. Si je fais un nouveau fichier, il me dit que le fichier existe. Si je fais add légumes, il va me dire vous êtes prêt à sauvegarder légumes. Si je fais commit, mon éditeur de texte, il est pré-rempli. Donc, il dit vous êtes sur la branche légumes maintenant, vous allez sauvegarder ce fichier-là. Donc, je sauvegarde le fichier avec le message. Nickel, il me dit que le commit s'est bien passé. Si je regarde avec Gitel, si je regarde avec Gitel, ici, on voit maintenant master et on voit légumes. Et on voit que add, donc là où je suis, c'est sur légumes. Okay? Et ce que je vous avais dit, donc si je regarde, j'ai fruits et légumes. Fruits est toujours là. Si je fais un checkout de master, je regarde mes fichiers, légumes n'existe pas sur cette version. Okay? Je suis sur une version plus ancienne. Si je refais, c'est juste pour que ça rentre. Je regarde, légumes existent. OK? Donc, le checkout, il saute de branche. Je peux regarder avec Gitel. Maintenant, mon aide aussi, il pointe sur master. Pour que ça soit bien clair. Mon Gitel, il fait la commande que je vous ai montrée avant. Hein? C'était celui-là. Git log all graph online that shot. Qu'est-ce que j'avais fait dans les slides? J'avais édité fruits. Git commit, il va me dire, vous êtes en train d'éditer ça. Du coup, je sauvegarde. Je regarde mon historique et maintenant, vous avez un petit fork. OK? Git légumes, il est sur un commit un peu plus ancien de cet ID-là. Et le head ici,
il est sur master. Donc là où je suis, c'est sur master. Si je regarde mon dépôt, j'ai seulement fruits, mais mon fruit, il a orange et pomme. Okay? Si je refais mon checkout légumes, regardez, il y a 2 fichiers, mais les fruits ne font que orange. Okay? Donc là, je peux regarder sur quelle branche je suis ou avec git log. Okay? Donc là, je suis sur légumes. Donc, si j'ai envie d'intégrer les changements de master dans légumes, je me place sur légumes. Je fais mon merge. Attends, on va faire le diff master. Voilà. OK. Ici, il faut voir sur ta branche A, donc c'est là où vous êtes, et B, c'est celui que vous voulez intégrer. Il y a une différence, c'est que votre branche A n'a pas pomme. Okay? Donc, votre branche courante, il n'a pas pomme, donc il apparaît en rouge. Et ensuite, il y a un fichier légumes.txt aussi, même s'il existe dans un seul dépôt, mais il fait le diff. Dans une seule branche, excuse-moi, il fait le diff. Donc, il va me dire, le fichier n'existe pas, si vous voulez, dans master. Dans légumes, il existe et le contenu qui a été ajouté, c'est poireaux. Okay? Donc, ça, c'est un diff. Il faut un peu s'habituer à pouvoir les lire. Mais ce qui nous intéresse, c'est clairement indiqué. Donc, si je fais, ça, c'est le diff de je suis sur légumes. Et ici, dans mon terminal, moi, j'affiche directement les branches. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, si je veux, je fais merge de master. Il me dit, est-ce que vous êtes en train de merger les 2 branches? C'est bien ce que vous voulez faire. Il m'a ouvert automatiquement le texte, l'éditeur de texte. Je dis oui, je sauvegarde et je ferme. OK? Et merge by recursive strategy. Si je regarde mon historique, c'est légumes qui avançait. Il a un nouveau commit. Okay? C'est le merge. On voit le message. Et maintenant, ce commit-là, il a 2 parents. Il a le parent 35 et il a aussi le parent, ici, c'est l'étoile, c'est le 0A. Okay? Et donc, on voit qu'il contient tous les changements de master. Donc, un de ses ancêtres, c'est master. Et l'autre ancêtre, c'est ce qu'on a fait avant sur légumes. OK? OK. Du coup, une fois qu'on sait faire ça, il faut interagir avec les dépôts ou le dépôt ou les dépôts distants. Pour ça, le dépôt distant s'appelle, c'est pas une obligation, mais par défaut, ça s'appelle origine. Okay? Donc, je vous ai dit, il y a une personne qui fait git init et cette personne qui fait git init doit l'envoyer sur le serveur distant pour que toutes les autres personnes puissent le récupérer. Okay? Comment il fait pour faire ça? Pour créer le dépôt origine, il faut aller sur GitHub ou GitLab. Il faut créer un nouveau projet et tout ça, et il te donne l'URL. Okay? On va voir quelles sont les commandes à exécuter. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez initialisé votre dépôt comme j'ai fait, tu peux faire push, tu envoies ça sur le dépôt distant, et puis pull et push et pull et push. Donc pull récupère les changements qui sont là-bas et amène-les chez moi. Et puis push, c'est envoie mes changements là-bas. Développeur 2, ensuite, il interagit, on partage le dépôt distant. Donc, la première fois, il fait un git clone, c'est ce qu'on avait dit, parce qu'une personne fait git init et toutes les autres font git clone. Donc, il va cloner une première copie. Une fois qu'il a cloné, il fait git pull, git push, git pull, git push. S'il y a une erreur, ça c'est un git push. Git pull, git push, git pull, git push. Et rien ne nous empêche de créer plusieurs dépôts distants. Okay? C'est une des avantages de Git, c'est que comme chaque commit est universellement unique, on peut partager sur des dépôts distants, faire des commits là-bas, les récupérer et les envoyer ici, parce que Git, il fera tout ce qu'il peut pour trouver un ancêtre commun et ensuite merger les modifications. Et donc, c'est tout l'intérêt des branches. Du coup, vous avez le branche master distant plus toutes les autres branches que vous avez créées. Vous avez les branches master locales plus toutes les branches, le branche master local de développeur et puis peut-être le branche master local d'un autre dépôt. Okay? Ils s'appellent tous pareil, mais ils peuvent être dans des états complètement différents. Du coup, le plus commun, c'est on a un dépôt centralisé et plusieurs développeurs. Okay? Donc, je répète, il y a
une personne qui va créer le dépôt. Donc, moi, j'ai utilisé GitHub pour celui-là parce que c'est là où j'ai les slides. C'est github.com. C'est Rudamet. Le protocole que je vais utiliser, c'est SSH. Donc, vous allez voir, ce n'est pas HTTPS, machin. Ici, j'ai un truc différent. Mon utilisateur GitHub et le nom de dépôt. Okay, c'est celui de test que j'ai fait. Donc, je fais init, add, commit. C'est les mêmes trucs qu'on a fait plusieurs fois. Je fais remote add. Donc, Git remote me permet de modifier tous les dépôts distants. Je peux avoir plusieurs, 5 ou 7 ou 20, peu importe. Add, c'est ajoute un dépôt distant qui va s'appeler origin et qui est cette URL-là. Okay? Donc, ici, c'est une entrée de ligne, mais automatique. C'est tout en une seule ligne. Et du coup, je donne l'URL et j'avance sur ça. Une fois que j'ai ajouté le dépôt distant, il faut dire envoie tous mes changements vers le dépôt distant. Et le premier push, il faut dire que vous voulez envoyer votre branche master actuelle sur le dépôt distant d'origine et que vous voulez suivre, vous voulez que votre branche master locale suit par défaut la branche master sur le dépôt distant. Okay? Vous allez avoir des erreurs si vous vous trompez. Il vous dit à peu près ce que c'est. Donc, ce n'est pas très grave si vous ne mémorisez pas toutes les commandes, mais il faut bien lire chaque fois que vous avez une erreur et essayer de comprendre. OK. Donc, ça, c'est un développeur, il a fait init, il a fait push. Okay? Et puis, les autres, ils vont faire clone et ensuite, il peut faire des pull push. Donc, les autres, ils vont récupérer une copie avec git clone du dépôt. Si vous regardez ici, j'ai utilisé le protocole HTTPS et c'est ce que je vous conseille d'utiliser en TP. Okay? C'est utiliser HTTPS. Surtout si vous travaillez sur le serveur GitLab de l'université. C'est parce qu'il bloque SSH. Du coup, il faut utiliser HTTPS si vous êtes à l'extérieur de l'université. Sinon, il faut lancer le VPN. Du coup, ici, je récupère de github.com du compte Rudamet le dépôt learning gittest.git. Okay? Donc, si vous regardez, c'est le même dépôt. La seule chose qui a changé, c'est le protocole. Je fais un clone de ça. Je rentre. Donc, il va me créer un dépôt, un répertoire qui s'appelle comme ça. Je rentre dans le répertoire et puis je peux vérifier mes remotes. Okay? Remote-v, c'est verbose. Et du coup, il vous affiche des infos. Si je fais ça ici, okay, il n'y a pas de remote. Je n'ai pas de serveur distant de configurer. Du coup, il n'y a rien. OK. Une fois que j'ai un dépôt qui marche et que je suis connecté avec les dépôts distants et tout ça, je peux faire la façon typique, c'est pas typique, la façon idéale de travailler, c'est créer une branche pour chaque fonctionnalité. Chaque fois que vous allez travailler, vous travaillez sur votre branche. Donc, en pratique, on a une méthode un peu plus simple, il y a moins de commandes. Mais dans l'idéal, sur un projet qui est plus de 2 ou 3 personnes, il faut que chacun travaille sur sa branche et ensuite vous mergez. Du coup, vous mettez à jour votre dépôt avec tout ce que votre collègue ont fait la nuit quand vous arrivez au boulot le matin. Vous créez votre branche quand vous voulez travailler sur une branche et vous lui donnez un nom pertinent à ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire la lecture de fichiers, vous faites git branche, fichier ou lecture de fichiers. Git checkout, ça vous fait sauter sur la branche fonctionnalité. Et puis, vous vous mettez à travailler. Okay? Les commandes diff, c'est ce qu'on a vu avant. Add, ça permet d'ajouter les fichiers. Commit. Et vous faites toutes les commits que vous vouliez. Et une fois que vous êtes prêt, vous faites encore un pull. Donc, si jamais quelqu'un a commité avant vous, il faut récupérer les changements. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir une erreur. C'est difficile à casser en dépôt. Du coup, il va vous donner des erreurs. Par contre, les erreurs ne sont pas toujours très indicatives. Du coup, vous récupérez les changements de vos potes, de vos collègues, vos copains. Et puis, une fois que vous êtes à peu près sûr, vous faites un diff et vous mergez tous les changements de vos copains sur votre branche. Je vous souviens, vous étiez sur votre branche à vous avec le checkout. Donc, vous dites, tous les changements dans le master, je les ramène sur ma branche actuelle. Et une fois que vous avez testé, il faut quand même bien tester que tout va bien. Vous sautez sur master, vous récupérez les changements que vous avez testés qui sont implémentés sur la nouvelle branche. Vous faites un pull encore une fois. Comme ça, vous êtes bien à jour et vous envoyez vos changements à vous. Okay.
Ça, c'est vraiment le truc standard, typique de tout développement professionnel sur Git. En pratique, je vous conseille de faire Git status avant et après toute commande. Okay? Donc, c'est les mêmes commandes, c'est juste j'ai rajouté des status, Git diff, Git status, Git add, Git status, Git commit, Git status. Okay? Et après chaque fois. Et même log, vous pouvez faire de temps en temps log pour regarder. Ça va vous dire clairement dans quel état est votre dépôt. OK, la méthode simple, parce que ça, c'est dans un monde idéal, chacun travaille sur sa branche et tout ça. La méthode simple qui font les gens qui veulent juste un truc qui marche et ne veulent pas trop s'embêter, c'est tout le monde travaille sur master et donc tu ne changes jamais de branche. Du coup, tu ne crées jamais de nouvelles branches. Par contre, vous avez quand même une branche master ici et puis une branche master là et chacun a sa branche master. Okay? Donc, il faut faire un peu attention. Du coup, les modifs que vous faites ici, vous allez les envoyer là-bas et puis les autres personnes vont les récupérer. Okay? Donc, qu'est-ce que tous les committers font? Les développeurs, ils regardent l'état du dépôt. Ils mettent à jour le dépôt avec tous les changements des collègues. Donc, la première chose, c'est récupérer les changements des collègues. Ensuite, vous travaillez, vous ajoutez des fichiers, vous committez. Donc, ça, c'est le travail que vous êtes en train de faire. Quand vous avez commité suffisamment de fois, donc ici, on peut boucler quand même. Soit vous faites un commit et vous dites « je suis prêt à partager », soit vous faites 5 et vous êtes prêt à partager. Mais une fois que vous êtes prêt à partager, vous récupérez les changements des collègues. Et ça, vous pouvez le faire constamment, le Git pull. C'est récupérer les changements des collègues, des collègues, des collègues. Par contre, si vous avez édité les mêmes fichiers, il va vous dire « je ne suis pas capable de les intégrer ». Et donc, vous avez un petit erreur. Mais vous récupérez les changements des collègues, une fois que vous avez commité, vous regardez l'état et vous partagez vos changements. Okay? Ici, c'est la même chose qu'avant. La seule chose que je n'ai pas fait, c'est toute la gestion des branches. Okay? Donc, ça, c'est... comment il s'appelle les livres là? Git for Idiots. Non? Vous connaissez la gamme de livres là? Ouais, pour les nuls. Ah, pour les nuls. Ouais. Ça doit exister en plus. Ah non? Il n'y a pas un truc pour les nuls. C'est pour les nuls. Ah ouais, voilà. Voilà, c'est vraiment la méthode la plus simple. Okay? C'est pratique, ça marche. Ça vous permet de profiter quand même de pas mal de fonctionnalités. Toutes les modifications, tous les versionnements, tout est fait. La seule différence, c'est que vous n'avez pas des branches, donc vous n'avez pas, si vous voulez, toute la gestion fine et le garantie de toujours avoir un logiciel qui marche en production avec ta petite branche master. Ça, vous ne l'avez pas. Mais le reste, il y est. Okay? Donc, c'est dans beaucoup de cas, ou la plupart des cas, c'est suffisant. OK. Résolution des conflits. Donc, ici, c'est super important parce qu'à un moment donné, vous allez être en conflit avec un collègue qui a commité une modification sur un fichier que vous avez modifié aussi. Donc, ici, j'ai deux branches. J'ai une branche ananas et une branche kaki. Okay? Et l'idée, c'est que les conflits peuvent se faire, si vous voulez, peuvent se faire entre votre branche master et le branche master de votre collègue. Okay? Du coup, une différence que lui, il a envoyé sur le dépôt central que vous récupérez et que vous avez édité le même fichier, vous avez un conflit. Mais vous pouvez aussi, en local, avoir deux branches et puis éditer le même fichier et créer un conflit aussi. Donc, toutes ces instructions-là sont juste pour pouvoir créer un conflit un peu artificiellement. Je check out master, comme ça, je branche à partir de master. Okay? Donc, Ananas et master ont exactement les mêmes commits. Okay? Je me mets sur Ananas et dans le fichier free.txt, il faut faire un peu attention, une commande awk qui va modifier la ligne 3 de free.txt. Donc, cette ligne, la seule chose qu'elle fait, c'est modifier la ligne 3 de free.txt et re-sauvegarde en écrasant le free.txt existant. Et donc, la seule chose que j'ai fait, c'est qu'à la ligne 3, j'ai ajouté un ANA avec cette commande awk. Si vous l'éditez en ligne, vous le faites avec votre éditeur de préférence, c'est la même chose.
Et dans l'autre branche, ce que j'ai fait, c'est exactement la même chose. Je vais sur master, kaki, kaki, et j'édite la ligne 3 de même fichier. OK? Et je rajoute orange dans le free.txt. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Excuse-moi, orange. Oh, non. Ce que j'ai fait ici, c'est j'ai ajouté kaki. Avec ce print kaki, j'ajoute kaki à la ligne 3. Donc ici, j'ai ananas et kaki. Et j'ai grep-vs et j'ai supprimé orange. Okay? Donc ici, j'ai deux changements. Ici, j'ai ananas qui a été ajouté. Ici, j'ai kaki et je supprime orange. Okay? Et l'idée, c'est que comme ça tombe sur les mêmes lignes dans le même fichier, Git ne pourra pas les intégrer de façon automatique. Okay? Du coup, c'est à nous de le faire manuellement. Sur cette branche, je fais mon add et commit, donc le truc de base. Et sur l'autre branche, je fais mon add et commit. Okay? Donc, si vous voulez, j'ai un espèce de master ici, pointe sur un commit. J'ai fait un commit sur une branche qui s'appelle Kaki. Et j'ai fait un nouveau commit sur une branche qui s'appelle Ananas. Okay? Et puis, master, il avait peut-être comme parent plein d'autres commits, peu importe. Okay? Mais master est à un commit de moins que Kaki et un commit de moins que Ananas. Et ce que j'ai envie de faire, c'est ensuite, je vais essayer de les merger. Okay? Donc, à la fin, je veux un commit qui est parent de celui-là et parent de celui-là. Mais mon fichier free.txt a été modifié sur la même ligne. Donc, dans ce cas-là, j'aurais dû afficher ça avant. Ça, c'est après les modifications. Si vous regardez, j'ai ananas. Et ici, j'ai kaki à la ligne 3. Et j'ai plus d'orange parce que je l'ai supprimé. Donc, c'est juste l'état des fichiers. Donc, forcément, un conflit. Quand j'essaye de merger, okay, les commandes, c'est je saute sur master, je merge ananas. Si vous vous souvenez, juste ici, master est parent d'ananas. Okay? Du coup, il n'y a pas de conflit. Ce qui va se passer, c'est que si je vais sur master et je merge ananas, master va se déplacer et il vient aussi avec ananas ici. Donc, master, virgule, ananas, pointe sur le même commit. Okay? Donc ça, il n'y a aucun problème. Le problème, ça va être maintenant si j'essaye de merger kaki. C'est la deuxième branche. Donc, quand je fais ça, je merge ça. Le résultat, il me dit fast forward. J'ai juste fait avancer master à ta branche actuelle. Il y a un fichier qui a été modifié avec une insertion. Donc, le truc standard. Mais une fois que je suis sur master et avec les modifs d'ananas, je intègre les modifs dans Kaki. Donc, va chercher la modification de Kaki. Donc, c'est cette modification-là et essaye de l'intégrer chez moi. Il me dit conflict. OK? Et ce conflit-là, il faut faire un git status et vous allez voir quel est le fichier en conflit et il faut l'éditer manuellement. Il n'y a pas de miracle. Ouais. Ce slide, j'ai mal placé. Résoudre un conflit. Mon nouveau free.txt, OK, dans le dépôt courant, dans mon working directory, va avoir la partie commune, donc pomme et banane, et puis poire qui est à la fin. Okay? Les deux fichiers avaient ces parties-là. Mais on a le conflit autour de ananas, orange, et puis orange et kaki. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un fichier, j'ai ananas orange. Dans l'autre fichier, j'avais kaki, mais pas d'orange. Et il y a un ancêtre commun, c'est que j'ai supprimé orange de la branche kaki. Et ce qu'il faut faire, c'est vous ouvrez ce fichier-là avec votre éditeur de texte et vous effacez head, vous effacez merge common ancestors, les égalités, vous les effacez et vous faites un choix. Est-ce que vous voulez deux fois orange? Ben non, je vais effacer une fois orange. Est-ce que vous voulez l'autre? C'est votre choix. Vous laissez ananas, kaki. Okay? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai édité le fichier à la main et j'ai supprimé orange des deux. Okay? Je laisse ananas, kaki, plus d'orange et ça, c'est mon fichier. Une fois que j'ai ça, je refais mon git status et je vais ajouter et committer le nouveau fichier. Okay? Donc, ajouter le fichier à l'indexation pour qu'il soit prêt. Je regarde avec status chaque fois. Je commit merge branch kaki into master. C'est ce que j'étais en train de faire. Pull et push. Et pull met à jour si jamais il y a des changements sur le serveur distant. Et push, c'est envoie les changements sur le serveur distant. Est-ce que jusque-là, il y a des questions ou pas?
Il y a des gens Non, ça va. Ça va? Ok, c'est pas trop, je sais pas, vous suivez? Vous jouez aux jeux vidéo? Non, moi ça va, j'arrive à suivre. Ok, très bien. Il y a une personne qui suit. Non, non. Ah, je blague. Je blague. Après, en TP, euh, en fait, ce que j'ai envie que qui reste avec vous, c'est pas la spécificité de toutes les commandes, c'est vraiment les concepts. Ok. Parce qu'une fois que vous avez sauvegardé à peu près les concepts ou que vous avez mémorisé les concepts, ça va être facile de se retrouver avec les différentes commandes. Et les commandes, ça vient plus avec la compréhension de comment ça marche Git. Et, tout ça. Et j'ai choisi ce type de montrer avec des graphes, des commits et tout ça, qui est un peu différent à d'autres façons de l'enseigner. Donc, je crois qu'avec M. Boulier, vous avez vu une introduction rapide, non? Avec les commandes de base et qu'est-ce que ça fait. Mais je ne suis pas sûr que vous ayez vu tout ce qui est sauvegardé, comment ça marche et tout ça. Ah oui, oui, non, nous en TP1, on a Monsieur Boulier, on avait vu voilà, juste les commandes de base, git add, git commit et git push, git pull, voilà, grosso modo. Et ouais, Ouais, surtout ouais, en TP, on met tout dans le master, quoi. Voilà. c'est ça. C'est ce qu'il propose de faire. C'est simple. Après, il travaille avec les GIS. Il est directeur de département GIS. Et c'est moi qui fais le cours de Git en GIS. Et du coup, ouais, avec les GIS, on travaille sur le master parce qu'ils sont nuls. Ah, je blague. Ils sont très bons en stats. Ouais. Du coup, blague à part. On était où? On était sur les slides. OK. Donc, il y a des différents, moi j'aime bien insister un peu dessus, il y a différentes façons de travailler avec Git. Vous n'êtes pas obligé de tout synchroniser sur le même dépôt et tout le monde travailler exactement sur le même, mais c'est quand même 95% du temps, c'est ça. Okay? Vous avez une équipe de développeurs et ils vont travailler sur le même dépôt centralisé. Ce n'est pas la seule. Donc, il y a une façon un peu plus distribuée, si vous voulez. Et ça se fait sur des projets un peu plus grands ou des projets où vous ne faites pas confiance à tous les développeurs. Et donc, ça se produit sur tous les projets open source. Dès que vous mettez du code en ligne, n'importe qui peut proposer des modifications, mais vous n'allez pas lui donner directement accès à votre dépôt. Okay? Il n'a pas le droit de le modifier lui-même. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va créer une copie de ton dépôt, il va faire des modifications, et ensuite, il va te proposer de regarder les modifications et tu peux ou ne pas les intégrer. Okay? Donc, tu as un développeur ou deux développeurs, tu ne fais pas forcément confiance. Okay? Ils ont leur dépôt qui te partagent. Donc, j'ai mis dépôt public, développeur public ou dépôt public pour que ça soit visible. Donc, ils mettent des choses là. Ils vous disent, écoute, monsieur Integration Manager, ou peut-être il y a un système automatique aussi qui regarde s'il y a des changements. Et le Integration Manager, il récupère les changements et puis il décide de les intégrer dans un dépôt centralisé. Okay? Que ensuite vous récupérez vous ou les développeurs privés et puis ils les intègrent dans leur truc public. Et l'idée, c'est qu'il y a une synchronisation entre les dépôts publics, si vous voulez, mais il y a un seul dépôt qui a été vérifié par quelqu'un de confiance. Okay? Si c'est une boîte avec 20 développeurs, bah, ça peut être problématique que tout le monde tape n'importe comment sur le même code. Donc, il y a toujours un processus de suivi, d'intégration. Et ça ressemble des choses comme ça. Okay? Il y a toujours plein de variantes, mais ça ressemble fortement des choses comme ça. Parfois, dans les boîtes, c'est juste une branche qui est protégée. Donc, pas forcément une copie de tout un dépôt. Une branche master et peut-être développeur qui est protégée. Si vous faites une fonctionnalité, c'est sur votre branche, vous faites ce que vous voulez, mais c'est l'intégrateur qui va contrôler les intégrations dans la branche principale. Ça marche bien jusqu'à quelques centaines, tu vois, de hundreds, quelques centaines de développeurs, ça tient ce type de système, peut-être plus. Sur des encore plus gros projets, une personne ou une petite équipe qui travaillent ensemble n'est peut-être pas suffisante pour contrôler toutes les modifications sur les dépôts.
Et dans ces cas-là, ce qu'on fait sur Linux, c'est ce système ici. C'est que il y a un dépôt central de Linux principal. Okay? C'est le dépôt de Torvalds. Et Torvalds, il ne le contrôle plus trop. C'est deux lieutenants qui les contrôlent. Okay? Et du coup, les développeurs publics, ils font des propositions, donc ils envoient des changements au développeur principal de Linux. Et on parle de 2 ou 3 personnes. Hein. Et ils envoient les changements. Et ensuite, ces personnes-là, ils proposent ces changements au dépôt principal. Et donc, c'est Torvalds ou voilà les 2, 3 personnes. Et ensuite, c'est cette personne-là qui intègre les modifs sur le vrai dépôt Linux. Et on l'appelle le dictateur bénévole parce que tu as quand même un point centralisé, c'est que tout le monde fait confiance à ce que Torvalds fait dans le kernel Linux. Okay? Et il y a tellement de gens qui regardent chaque commit aussi, c'est que si jamais il se trompe, parce que parfois ça se produit, normalement quelqu'un sonne l'alerte et puis il faut corriger rapidement, etc., etc. Mais on retrouve ce système de un dépôt principal que tout le monde reconnaît comme le dépôt d'autorité. Tout le monde récupère des copies de là. Ils font les modifs qu'ils veulent et quand ils veulent les intégrer dans le dépôt, ils passent par cette hiérarchie de propositions. Okay? Et puis ici, on parle de peut-être 10 000 développeurs par an qui font des intégrations comme ça. Okay? Et dans les sous-équipes, en fait, vous allez voir, ce n'est pas un lieutenant, mais il y a des équipes chez Microsoft, chez Google qui font beaucoup de modifications du kernel, mais des équipes de 50, 100 personnes d'un coup dans une seule boîte qui travaillent sur un projet qui ensuite va être intégré dans un projet où il y a 10 000 développeurs qui est ensuite utilisé par des millions et des millions de personnes. Okay. Donc, c'est assez scalable si vous voulez, si vous trouvez la bonne hiérarchie. Ensuite, pour ça aussi, il faut des normes de code. Donc, si vous faites une proposition à un lieutenant d'un code tout moche, mal aligné, qui ne suit pas les règles de base, ça ne va jamais passer. Si vous faites trop de malloc et vous n'avez pas fait vos free, ben, ça ne va pas passer et vous êtes rejeté violemment. Okay? En plus, ils ne sont pas particulièrement gentils. OK. Quand vous allez démarrer l'UTP, Git doit être installé sur les PC. Comme vous avez vu, ici, Git est une commande. En fait, c'est une commande en ligne de commande à utiliser. Il y a des versions graphiques. Moi, je vous conseille très fortement d'apprendre à utiliser en ligne de commande avant de passer sur les variantes graphiques. Donc ici, je liste quelques configs de base. Votre nom, votre email, ça va être utilisé pour tous les commits. L'éditeur de base que vous voulez. Moi, j'utilise Vim, mais vous pouvez utiliser un éditeur graphique. Vous pouvez utiliser Gedit si vous voulez. Vous pouvez utiliser Emacs si vous êtes confortable avec Emacs, etc., etc. Il y a quelques propositions de plus. C'est le Decorate Full. Ça permet d'avoir toutes les étiquettes des branches un peu plus facilement. Et le diff 3, ça vous montre en 3 parties un diff. Donc, celui de la branche A, celui de la branche B, et puis la version mergée. Okay? Donc, c'est quelques configs pour simplifier le truc. Toutes vos configurations se trouvent dans un seul fichier qui s'appelle .git-config, qui se retrouve à la racine. Okay? Donc, Git va toujours chercher dans le dépôt courant s'il y a une config spéciale, mais il va aussi chercher à la racine de votre compte le .git-config. Okay? Et ce fichier-là, si vous vous trompez sur quelque chose que vous avez édité, vous pouvez aller modifier le .git-config. Okay? Donc ici, le mien, il est sur mon adresse Gmail. Vous voyez, j'ai l'éditeur Vim, Pagerless, c'est moins important. Et ici, j'ai quelques alias. Okay? C'est log, all, date, en mode graph, etc. J'ai ll, lll, un diff, voilà, status, st, tu peux faire au lieu d'écrire statut chaque fois, etc., etc. Après, il y a quelques configs de plus. Il y a... merde. Ça va être détruit maintenant. Et oui, je vais prendre une note avant de mettre... Maintenant que j'ai sauvegardé dans la vidéo mon mot de passe pour GitHub, détruire et refaire GitHub token. Sinon, quelqu'un va me pirater mon compte.
Bah, en tout cas, vous avez la config de base qui est là. Voilà, voilà. Moi, je vous ai proposé certains déjà en TP. Il y a un bash.rc que j'utilise sur Polytech qui contient une config un peu plus avancée et qui permet aussi qu'il rajoute Git et vous allez le retrouver dans votre URL ici, dans le ça s'appelle le PS1. C'est pas le PS1 qui ça s'appelle. Il y a un nom spécial pour l'affichage qui a lieu ici. Et c'est la variable PS1, mais il a un nom. Et le mien, il affiche la branche et quelques commits. Et donc, je vous propose une variante qui fait la même chose avec la coloration, avec deux, trois trucs de plus. Vous pouvez prendre cette ligne-là et l'ajouter à votre bash.rc en tête de fichier. Quelques astuces. Si vous êtes sur un merge et que ça ne va pas du tout, vous faites un abort. Okay? Si, pour avoir de l'affichage joli, vous pouvez faire ça et vous pouvez créer un alias dans votre guide config. Si vous êtes en HTTPS, il va vous demander votre mot de passe. Si vous ne voulez pas le taper constamment, mais vraiment constamment, vous pouvez exécuter cette commande-là. Okay? Et il va se souvenir de votre mot de passe pendant 1 heure. Et vous jouez sur le temps que vous voulez. Ça peut être 4 heures, ça peut être 2 heures. Okay? Et si jamais vous avez un problème avec votre origine, ici, c'est une proposition des commandes à faire. Okay? Donc, j'avais pris le projet de 2018 pour l'exemple, mais vous faites avec ce que vous voulez. Vous pouvez git remote-v, c'était l'affichage des dépôts distants. Vous pouvez faire rename de origine, tu le renommes en sujet des kits. Donc, c'était le dépôt de monsieur des kits, par exemple. Add, ça rajoute un nouveau dépôt. Donc, c'est là où vous voulez travailler. Vous le nommez origine pour que ce soit par défaut celui-là qui est utilisé. Et vous pouvez aussi ajouter un troisième dépôt si vous voulez. C'est origine, c'est en HTTPS. Dépôt SSH, c'est en SSH. Comme ça, vous pouvez combiner les différents protocoles. Et puis, toujours le git v. Okay. Vous pouvez aussi remove un dépôt. Si vous vous trompez, vous faites un remove et puis vous le remettez. Ça va être important quand vous êtes en train de configurer votre dépôt distant. Et quoi d'autre à dire? Ouais, je pense que c'est tout. Du coup, il y a un fichier spécial .gitignore dans chaque répertoire. Vous pouvez lister soit avec des opérateurs de globe, soit le nom précis de fichier, les fichiers que vous ne voulez pas ou les répertoires que vous ne voulez pas sauvegarder dans votre Git. Donc, par défaut, tout ce qu'il y a dans le répertoire build ou bin, c'est des choses compilées ou générées. On ne veut pas les sauvegarder sur Git. Pour éviter qu'ils nous embêtent avec les fichiers en rouge chaque fois, on les met dans Git ignore et puis Git, il ne les affiche plus. Okay? Et finalement, pour la documentation, il y a un standard. Donc, vous connaissez tous HTML. Est-ce que vous connaissez le standard wiki où on met étoile et ça fait un titre, ou étoile, étoile, ça fait bold, on met des underscores dans un syntaxe qui est plutôt simple. Ah oui, je n'ai pas de markdown. Par exemple, vous créez un README et dans le README, vous pouvez faire, ça c'est un titre, et puis un sous-titre, et puis du texte. Ce dépôt est un test en live sur le cours de Guidon PA. Okay. Et là, j'ai un fichier maintenant, il a un titre et un sous-titre et tout ça. L'avantage du README ou des fichiers comme ça en Markdown, c'est que quand vous visitez le fichier sur GitLab ou GitHub, il va convertir ça en HTML et vous avez le titre en gras, bien joli et tout ça. Vous voulez faire un bold, vous faites un bold. Et si vous voulez des listes, bah, vous faites un liste. 1, 2. Il y a tout un syntaxe sur le truc qui vous permet de créer rapidement un fichier et ça s'affiche correctement en HTML. Et vous pouvez aussi générer des PDF à partir de ce fichier-là. Je pense que j'avais un exemple ici qui était bouclé. Voilà. OK, c'est tout ce que j'ai sur le cours. Donc, c'est une introduction. C'est important, les concepts. Pour vendredi, je vais vous fournir un document d'assistance avec les commandes de base. Comme ça, vous pouvez plus facilement vous rappeler des commandes de base.
faut voir que Git est incontournable et il faut vraiment faire l'effort de s'y mettre et mettre tous vos projets et tous les fichiers, documents, textes que vous faites, mettez-les sur Git et apprenez à l'utiliser parce que c'est ce que vous allez utiliser pendant de nombreuses années. C'est très performant, donc c'est fait, toute l'architecture de Git est faite pour être rapide, pour travailler sur le kernel Linux qui est énorme. Okay? Donc c'est très performant, plus performant que toutes les autres. Et puis c'est méga utilisé. Une fois que vous êtes à l'aise en ligne de commande, vous pouvez chercher les outils graphiques. Et il y en a plusieurs. SmartGit est pas mal, mais payant. GitK est gratuit. Après, vous voyez, Tortoise pour Windows, ça s'intègre dans l'explorateur de fichiers. Mais apprenez à utiliser en ligne de commande d'abord. OK, le reste, c'est juste quelques liens que vous pouvez checker. Il y a quelques tutoriels de plus. Et puis des vidéos YouTube que j'avais trouvées intéressantes il y a peut-être 2 ans. Okay. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va, c'était très clair. Pour moi, ça me semble good aussi. Très bien. Donc, le TP qu'on va faire vendredi est un peu plus long. C'est un tout petit peu long. Je vais l'envoyer imprimé. Je vous donne les impressions. Est-ce que vous voulez une impression aussi des cours? Parce que le cours, je peux l'imprimer. Faudrait demander à tout le monde, mais bah, moi, l'avoir sur format papier, c'était suffisant et je trouverais ça dommage d'imprimer plein de versions. Mais bon. Après, Ouais. pour l'examen, on aura le droit au document? Non. Non? Bah, du coup, faudrait demander l'avis de tout le monde, peut-être sur Discord, faire un petit sondage, mais moi, je pense que c'est pas très utile. Ouais, personnellement, je pense que c'est pas spécialement nécessaire. C'est encore énormément de pages OK. pour là sur notre ordinateur. C'est juste le cours pour GitHub. Pour Git, oui. C'est ce PDF-là, à gauche, que je vous montre. Je peux l'envoyer imprimer, c'est 6 pages, toutes les slides, sans les animations, donc il y a un peu moins d'infos. Ah oui, celui-là, il apparaît peut-être avec les animations. Mais dès que je les supprime, c'est peut-être un tout petit peu moins de pages. Ah non, ça me semble que c'est ça. Oui, du coup, 6 pages, fois vous êtes 60. Du coup, il y a vous êtes 57, 350 pages à imprimer, si ça vous intéresse. Sinon, je ne le fais pas. Et par contre, je vous imprime est-ce que le TP, ça vous convient c'est 6 pages, le TP. Donc, je vous ai dit, il est un peu long. Mais est-ce que ça vous convient dans un format comme ça, 2 pages par feuille? Ou 4 pages par feuille, en fait. C'est recto verso. Ouais, ça va. Oui, comme ça, c'est très bien. Et Ça monsieur, ce TP, il n'est pas sur votre gîte, justement? Ah Ouais, si, si, ok, si. il était pas avec les autres TP, il était au-dessus. Ah oui, ouais, parce que je l'ai fait dans d'autres filières. Ok. Et je vais vous imprimer aussi, si ça vous intéresse. C'est les fichiers d'aide. Donc ici, c'est un cheat sheet. C'est fait par GitHub, mais les commandes sont sur Git. En fait, c'est les commandes Git. Du coup, vous avez, c'est pareil, je l'ai fait en 2 pages pour les TP. Vous avez le config de base, si vous voulez. Vous avez status, diff, les trucs avec une mini explication. Okay? Et puis, ça vous permet juste de vous souvenir un peu des différentes commandes. Okay? D'habitude, je l'imprime parce que les gens, ils ont un peu de mal. Et j'ai même 2 versions. Une qui est... oui, j'ai 2 versions, donc une autre. Je vais regarder lequel est mieux. Peut-être qu'ils ont été mis à jour depuis l'année dernière. Et j'imprime aussi un petit aide pour les commandes de base en terminal. Okay? Donc, vous avez les trucs de base, cd, ls, mais toutes les commandes qui sont listées ici, vous êtes censé les connaître. Okay? Ping, whiz, des trucs de réseau basique. Vous avez touch qui permet de créer ou modifier la date d'un fichier. Vous avez, je sais pas, chmod, des différents trucs. Okay? Head ou tail, c'est donne-moi les premières lignes ou donne-moi les dernières lignes d'un fichier. Et puis, j'ai la syntaxe Markdown aussi pour les fichiers que vous allez utiliser en projet, okay? Pour les fichiers de documents texte.
Donc, comment écrire des titres, comment souligner ou faire en gras, comment faire des items, des listes, des URL, des trucs comme ça. Et si ça vous convient, je vous imprime ça que vous gardez avec vous en projet en TP. Comme ça, vous avez les trucs de base. Ok. Ok. Je fais un tout petit point ici. Ici, dans l'UTP, moi, je vous propose, dans un premier temps, vous créez 3 terminals. Donc, vous les mettez dans une petite config un peu de la con. Hein, moi, j'ai proposé comme ça, juste pour que vous ayez une vue sur ce qui se passe dans vos dépôts. Okay? Donc, vous pouvez travailler avec ça et puis ça vous permet de lancer quelques commandes d'assistance quand vous en avez besoin ici. Okay? Parmi les commandes d'assistance, là où ça bloque certains, ça commence à ralentir. C'est watch. Donc, watch, c'est une commande qui relance une commande donnée plusieurs fois. Okay? Donc, watch-d, ça fait une différence. -n, c'est toutes les 3 secondes. Il va lancer la commande tri-a tpgit. Okay? Donc, moi, je conseille de faire watch. Et là, on a une erreur. tpgit n'existe pas. Okay? C'est tout à fait normal. Et ensuite, vous faites watch cat git config dans l'autre qui est là. Watch cat. Okay. Et quand vous allez démarrer votre TP, ben, ces 2 fichiers-là, soit ils n'existent pas, le répertoire, soit ils sont plutôt vides et tout. Et quand vous lancez ensuite les commandes qui sont là, ben, vous allez voir que le git config global, ça va modifier votre fichier git config. Okay? Et vous allez voir en live les modifications qui se font. Ou si vous regardez ici, c'est le watch tpgit. C'est où qu'on démarre c'est créer un répertoire tpgit, créer un fichier. Du coup, sur mon autre truc ici, je peux faire. Okay. Maintenant, ça a changé parce que maintenant, il me dit tpgit, il n'y a rien dedans. Quand je vais dans tpgit, je peux faire git init. Point. Et vous allez voir que maintenant, j'ai un petit dossier. Et je sors un peu, je vais changer la taille pour que ça soit un peu plus visible. J'ai un point git maintenant dans mon tpgit. Okay. Si je fais un touch de free.txt comme dans le TP, je vais voir apparaître free.txt. Okay. Et du coup, le terminal, ça me permet de surveiller plusieurs commandes à la fois. Et vous pouvez aussi faire un watch sur l'historique, okay, pour que vous surveillez quand vous faites des commits. Donc, une fois qu'une vous suffit que vous avez fini, vous faites CTRL-C. Et puis, vous pouvez faire cdtp git, par exemple. Git L, c'est watch. Ouais, et donc, si je fais un commit, le git-l va me dire des choses normalement. Et vous voyez apparaître le commit. Ça vous permet de voir que les fichiers ils ont été modifiés. Voilà, j'ai les objects qui sont apparus aussi. Donc, quelque part, il y a mon free. Hein, que j'oublie pas que je ne l'ai pas trouvé à tout à l'heure, mais quelque part, ce fichier-là, il a été créé. Quand je crée des nouveaux fichiers que je les commit, vous allez voir que dans le répertoire .git, ces fichiers-là s'ajoutent et se créent. Okay? Donc, ça, c'est l'intérêt de cette première partie de TP, c'est que vous vous rendez compte où sont les choses et comment ça se passe. Okay? Il y a quelques astuces. Donc, vous avez les commandes git log qui sont rappelées ici, les mêmes dans le cours. Et vous avez une partie à vous, comme j'ai fait moi pour le SEM, mais vous avez une partie aussi à partager avec quelqu'un. Donc, vous choisissez un dépôt distant, peu importe laquelle des deux,
Et puis, vous essayez de synchroniser du travail et ensuite de créer un conflit en travail collaboratif. Ok. Je vous ai proposé de créer vos dépôts sur GitLab, GitLab de l'université. Vous avez tous des logins là-bas et tout ça. Voilà. Et puis, je rappelle aussi la commande pour se souvenir des mots de passe parce que c'est assez pénible de devoir le taper tous les 5 secondes. OK. Je pense qu'avec ça, c'est suffisant pour que vous puissiez démarrer. Si vous démarrez avant le TP Git, parce que c'est pas noté, il n'y a pas vraiment de questions dessus. Je ne l'utilise pas dans l'UDS Git. Par contre, ça va être très important pour le projet pour que vous puissiez travailler ensemble. Si vous nous envoyez des zips ou des fichiers ou des choses comme ça, on ne va pas accepter. Okay? Nous, on va noter la qualité de votre dépôt Git pour le projet. Du coup, c'est important que vous soyez un minimum à l'aise avec. Il y a des questions sur tout ça? Non, ça va, pas de question. OK. OK, du coup, je n'imprime pas les SEM, les cours, mais j'envoie les impressions de TP pour vendredi. Et sinon, vous trouvez les TP sur mon site. Et voilà. Moi, je serais pour l'impression, mais sinon, il serait où le cours? Il est en ligne, mais si vous voulez quelques impressions, je peux envoyer quelques-uns. Hein. C'est qui vient de parler? Arthur. Arthur. Si tu veux, sur Discord, mets un petit sondage qui veut les impressions de CM de Git. Et puis, d'ici ce soir, on est mardi, mercredi, oui, on a le temps. Du coup, ce soir, je regarde combien c'était et puis j'envoie ça à imprimer. D'accord, merci. OK, très bien. Quelqu'un avait posé une question sur les documents en DS et non, je ne vais pas permettre les documents. Ça sera certainement un QCM avec des exos comme on fait sur les interros pour suivre un peu le même style. Il y aura des exos de code et il y aura des questions pas forcément des questions pièges, mais des questions sur le cours. Il y a des trucs que vous devez un peu maîtriser. Quelle est la complexité de tel ou tel truc? Est-ce que ce code est correct? Sinon, quel est le problème? Ce type de truc. Par contre, j'avais proposé, parce que l'intérêt n'est pas de tout mémoriser. Du coup, j'avais proposé, je pense que c'était Niels, je ne suis pas sûr. Si vous voulez vous mettre ensemble et faire une seule page, vous mettez le contenu que vous voulez, mais vous le faites ensemble. J'intègre ça dans les impressions de DS. Et comme ça, tout le monde aura, si vous voulez, une petite aide pour l'examen que vous avez défini ensemble. Et vous mettez ce que vous voulez sur les cours. Ok, ça peut être bien ça. On se Voilà. met d'accord. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. Okay. Comme ça, c'est vous qui devez vous mettre d'accord. Vous regardez ce qui vous semble difficile ou pas. Et puis, vous mettez ça sur un seul feuille PDF, un PDF d'une page, et puis j'intègre ça dans l'examen et tout le monde aura une copie. Voilà. Ça, il faudra l'avoir, je pense que mi- ou fin avril. Donc, vous avez 2 semaines. Okay. Bon, s'il n'y a plus rien, je vous libère. Ok, merci beaucoup. Merci De rien. beaucoup et bonne journée. Au revoir. Au revoir.